La situation au Liban toujours aussi préoccupante aujourd'hui. Au pays du Cèdre, malgré des promesses d'accalmie, des échanges de tirs se poursuivent. Donald Trump a beau assurer avoir reçu l'engagement d'un apaisement de la part des deux camps. Les combats s'intensifient même dans le sud du pays. Le Hezbollah annonce y avoir attaqué l'armée israélienne qui déclare avoir mené elle-même des frappes sur des villages libanais. L'armée israélienne qui lançait des appels à évacuer en fin de matinée à Nabatieh, cette grande ville du sud. Une escalade qui survient alors qu'une nouvelle session de négociation doit précisément se tenir ces 2 prochains jours à Washington. On va évidemment décrypter cette séquence avec vous, Joseph Maïla. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Paris Direct. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ESSEC, ancien directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères. Un mot pour commenter déjà la situation. Je parle de situation précaire. En réalité, c'est bien plus que cela. C'est le retour de la guerre au Liban aujourd'hui. Oui, c'est une guerre qui se déroule dans le sud Liban. C'est-à-dire l'armée israélienne est présente aujourd'hui sur près de 6% du territoire libanais, ce qui est énorme. Elle est en train d'assiéger, on l'a vu sur la présentation tout de suite, la plus grande ville. C'est pas un village, Nabatieh, c'est une grande ville qui fait entre 40 et 50 à 55 000 habitants. Et là, les Israéliens ou Tsahal a demandé le retrait véritablement, ou a demandé aux Libanais, aux habitants, aux résidents de Nabatieh de partir. Ils sont encore nombreux là-bas, il faut le dire. On est allé nous-mêmes tourner avec nos équipes dans cette ville. Il y a encore beaucoup de Libanais malgré les nombreux déplacés par cette guerre. Oui, il y a beaucoup de Libanais pour plusieurs raisons. D'abord, c'était une ville qui était relativement avancée. Les Israéliens, dans un premier temps, on dit qu'ils allaient jusqu'au Zahrani, jusqu'au Litani. Jusqu'au fleuve Litani, pardon. Et là, effectivement, ils sont allés un peu plus loin puisque Nabatieh se trouve au-delà du fleuve, donc vers le nord, et se trouve à 3-4 kilomètres de Litani. Donc, ils sont arrivés là. Et hier, il y avait aussi des avertissements faits à la population du sud libanais qu'elles avaient à quitter le territoire jusqu'au Zahrani. Le Zahrani, c'est 10 kilomètres au-delà du fleuve Litani. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la guerre continue, en dépit de ce qu'on a dit, un cessez-le-feu qui aurait été négocié hier par la médiation du président de la Chambre, du président de la République au Liban, avec M. Trump et avec les Iraniens, bien entendu, pour qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban. Or, visiblement, M. Netanyahou n'entend pas arrêter les opérations qu'il mène au Liban Sud. Et paradoxe des paradoxes, aujourd'hui s'ouvre la 4e session de négociation à Washington entre Libanais et Israéliens au State Department, au département d'État, sous la médiation américaine et donc peut-être en présence de Marco Rubio. Alors, comment expliquer tout cela? On négocie la paix alors que les bombes continuent de tomber au Liban. On regarde peut-être quelques images pour voir de quoi il résulte aujourd'hui exactement. Les derniers faits commentés par Alice Proga. Regardez. Le sud du Liban, zone de guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne. La milice chiite libanaise affirme avoir attaqué ces dernières heures plusieurs chars israéliens avec des drones et des tirs d'artillerie, notamment dans la localité d'Adata. De son côté, l'armée israélienne a intensifié son offensive au sol, menant son incursion militaire la plus profonde depuis 26 ans. Dans la nuit, plusieurs villages du sud du Liban ont aussi été touchés par des frappes israéliennes. Des affrontements qui contredisent les affirmations de Donald Trump. Le président américain a indiqué lundi soir que le Hezbollah était prêt à cesser totalement le feu face à Israël et s'est targué d'avoir fait pression sur l'État hébreu pour épargner la capitale libanaise. J'ai eu un appel très productif avec le Premier ministre Bibi Netanyahou d'Israël et il n'y aura pas de troupes à Beyrouth et toutes les troupes qui étaient en route pour Beyrouth ont déjà fait demi-tour. Mais après cet échange, Benyamin Netanyahou a affirmé qu'Israël frappera des cibles à Beyrouth si le Hezbollah continue d'attaquer son pays. Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne avait émis un ordre d'évacuation à destination des habitants de la banlieue sud de Beyrouth, provoquant un mouvement de panique dans la population. C'est la 3e fois que nous sommes déplacés, que nous passons d'un endroit à un autre. Maintenant, je me dirige vers Tripoli. Une guerre qui touche aussi le nord d'Israël, où les sirènes d'alerte ont retenti cette nuit. L'armée israélienne annonce avoir intercepté plusieurs projectiles en provenance du Liban. Alors, il y a beaucoup de choses évidemment à dire de tout cela. Un mot peut-être de Donald Trump qui vient dire qu'il a discuté avec les deux camps et obtenu des garanties. Est-ce qu'il faut le croire ou pas quand il dit tout ça ?
Alors, qu'il ait discuté avec les deux camps par le truchement d'intermédiaires, très certainement, et directement avec M. Netanyahou et avec le Liban par le truchement d'intermédiaires, oui, c'est vrai, et avec le Hezbollah aussi, donc, qui a été averti en tout cas, et qui a accepté de participer de ce cessez-le-feu. Ironie du calendrier aujourd'hui aussi, hasard du calendrier plutôt, juin 82, juin 2006. Donc, combien d'années 42 ans. Vous me faites compter en direct, on est mal là. Voilà, non, on ne va pas compter en direct, mais disons 43. que votre commentateur le disait, votre reporter le disait tout à l'heure, pour la première fois, les troupes israéliennes c'est une profondeur jamais atteinte. C'est vrai qu'ils avaient traversé le Litanie pour aller jusqu'à Beyrouth en juin 82 et encercler la capitale, et aujourd'hui, retour vers le passé ou vers le futur, je ne sais pas. Il y a encore une nouvelle invasion, la troisième, et qui fait en sorte que les Israéliens avancent en profondeur. Beaucoup de Libanais refusent de quitter leur terre, leur maison, en s'appuyant sur les images de certains villages qui ont été entièrement rasés. On l'a documenté ici, des dizaines de villages du sud Liban qui ont été rasés à coups de bulldozer parfois par l'armée israélienne. Certains refusent de quitter. On parlait de Nabatieh tout à l'heure, ça Absolument. En fait partie. Par peur de ne jamais pouvoir revenir, est-ce que vous voyez aujourd'hui une intention des Israéliens de rester sur place, de stationner, quand ils disent vouloir installer des postes de contrôle? Alors, des postes de contrôle, oui, il y en a déjà une quinzaine. Israël pratique la politique de la terre brûlée. Elle contrôle aujourd'hui 62 villes ou villages. La grande ville de Bent Jbeil a été rasée. Khiam aussi, qui sont deux gros bourgs. Tyr est encerclé. Donc, on est véritablement dans une logique de faire reculer au maximum toute présence humaine, je dis bien toute présence humaine, de telle sorte que le Hezbollah ne puisse pas revenir sur un terrain où il y aurait des habitants, des habitations, et l'intention d'Israël, c'est véritablement d'élaguer, de faire tabula rasa ou terra rasa, de raser un peu tout ce qui est au sud du Litanie pour précisément se mettre à distance des tirs du Hezbollah. C'est une stratégie extrêmement risquée. Parce qu'on le voit aujourd'hui, les Israéliens ripostent avec ces espèces de drones individuels qui fonctionnent avec la fibre optique et qui peuvent vous attaquer. Ils n'ont plus besoin d'avoir des armes lourdes ou des fusées qui portent, ou les roquettes, les armes anti-chars, les petits missiles anti-chars qui étaient tirés sur 9 à 10 kilomètres. Avec une capacité quand même à semer la terreur, cette volonté de faire reculer. Là, ce matin, on a appris que dans un véhicule, un père dentiste et ses deux enfants étudiants qui l'emmenaient à l'université ont été pris pour cible par un drone. Ils sont tous les trois morts. Ça fait partie aussi de la terreur psychologique qui est infligée à la population libanaise. C'est terrible, c'est désolant, c'est indescriptible, c'est au-delà des mots. Je veux dire, un père, ses deux enfants, ils les accompagnent vers Saïda, qui est un peu plus loin, pour qu'ils passent des examens. Parce qu'ils ont une université à rejoindre et là ils sont... Non, effectivement... Sauf que dans le sud, c'est difficile d'identifier des proches ou les moins proches du Hezbollah. C'est une milice, oui. C'est un parti politique au Liban qui est implanté au sein de la société libanaise. Difficile de dire comme ça à distance qui en fait partie ou pas. On peut le dire, mais ça ne justifie pas qu'on frappe dans le tas, si j'ose dire, si vous permettez cette expression un peu triviale. C'est inadmissible de frapper des civils au prétexte que peut-être, de la même manière, les secouristes, les ambulances sont visées. Donc on se trouve dans une situation incompréhensible et qui provoque aujourd'hui un sentiment au niveau libanais assez paradoxal. Alors qu'une majorité des Libanais, une très grande majorité des Libanais, rejette la politique armée du Hezbollah, rejette la milice en tant que telle, vu les avancées, le comportement, la stratégie d'Israël au sud, vous avez une espèce de retour positif à l'égard du Hezbollah en se disant mais finalement personne ne nous défend et ce sont les seuls à s'opposer à l'avancée des troupes d'Israël.
On va aller prendre le pouls justement, je vous propose directement au Liban, à Beyrouth, où nous attend Serge Berberi, qui est notre correspondant. Bonjour Serge, j'espère que vous allez bien. On vient d'apprendre il y a quelques instants, juste avant le début de l'info du jour, de la part de l'État hébreu qu'Israël avait obtenu l'aval des États-Unis pour frapper la banlieue sud de Beyrouth. Si, et j'insiste bien là-dessus, si le Hezbollah attaquait des localités israéliennes. On a le sentiment d'être revenu en arrière. Trump a réussi à offrir une espèce de parenthèse, une trêve à Beyrouth. Mais les Israéliens rappellent que tout peut repartir de plus belle finalement. Absolument. Et cette annonce de Donald Trump hier soir n'a pas changé la réalité du terrain. Vous l'évoquiez, la région de Nabatieh a de nouveau été particulièrement touchée ces dernières heures par des frappes israéliennes. Tsahal qui a renouvelé ses appels à évacuer donc plusieurs secteurs de cette région, qui a été aussi visé cette nuit. Un centre de la défense civile a été détruit. 2 militaires libanais ont été tués au sud aujourd'hui. Vous parlez aussi de cette famille qui se dirigeait vers Saïda, qui a été pris pour cible. Et aussi, il faut rappeler que la région de Tyr, Benjbeil, des grands bastions donc, du Hezbollah au sud Liban, qui sont aussi sous le feu de l'armée israélienne, visés par des raids aériens. On parle aussi de tirs d'artillerie très intenses et les secouristes qui tentent malgré tout de poursuivre leurs opérations sur le terrain pour venir en aide aux personnes touchées par ces bombardements. Et face à cette offensive, vous savez, le Hezbollah aussi continue ses opérations sur le terrain. Il a revendiqué aujourd'hui et aussi durant la nuit des opérations contre les troupes israéliennes présentes dans la zone tampon, notamment cette zone tampon de plus de 600 km². Le Hezbollah qui parle d'attaques contre des chars Merkava de l'armée israélienne, des tirs de roquettes, des drones aussi contre des positions et des objectifs militaires donc en territoire libanais. Et c'est dans ce contexte que va s'ouvrir aujourd'hui ces discussions, ce 4e round de discussions directes entre Israël et le Liban. Vous savez, pour Beyrouth, l'objectif reste très clair, c'est obtenir un cessez-le-feu total durable et aussi le retrait des troupes israéliennes du sud Liban. Mais les événements de ces dernières heures montrent à quel point, vous savez, la situation demeure très fragile. Et chez les soutiens du Hezbollah, les réactions sont sans concession. Vous savez, c'est le cas notamment du Moufti Kabalan. C'est un proche du Hezbollah. Il parle d'une victoire du Hezbollah. Selon lui, c'est la résistance du Hezbollah combinée aux menaces iraniennes hier, donc d'entrer en guerre. Donc c'est tout ça qui a poussé Israël et Washington à renoncer aux frappes annoncées contre la banlieue sud de Beyrouth. Donc toujours selon ce Moufti Kabalan. Voilà, jusqu'à une nouvelle provocation du Hezbollah. Restez avec nous, s'il vous plaît. Serge, Joseph Maïla, je vous ai vu réagir avec vigueur quand Serge parlait de ce que réclament évidemment les Libanais. C'est le feu total, retrait total des troupes israéliennes. Vous n'y croyez pas aujourd'hui ? Si, j'y crois. Mais j'y crois. C'est ce sur quoi les Libanais négocient en ce moment même à Washington aujourd'hui, puisque la 4e session des négociations libano-israéliennes sous égide américaine commence là, ou commencera tout à l'heure, selon les horaires. Mais effectivement, on est très loin de ce cessez-le-feu total, durable. Israël est en train d'inventer le terme du cessez-le-feu unilatéral. C'est-à-dire qu'il y a un cessez-le-feu, oui, mais nous, on continue. Alors, c'est quand même difficile pour comprendre. Surtout quand on voit comment le cessez-le-feu a été mené ces derniers mois et ces dernières années. Absolument. Depuis le 17 avril, on est dans un cessez-le-feu qui n'en est pas un. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on continue à parler de cessez-le-feu. C'est une guerre de basse intensité qui est ponctuée par des accalmies qui ne sont pas respectées. Et puis voilà, on entre dans un cycle duquel on ne sort pas. Est-ce qu'on peut parler du Hezbollah ? C'est vrai qu'on continue à évoquer la menace du Hezbollah libanais qu'on a un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, annoncé comme totalement décimé. Je rappelle qu'Hassan Nasrallah a été éliminé par les Israéliens comme de nombreux autres dirigeants. C'était les fameuses attaques au talkie-walkie. Impressionnante attaque. Le temps est passé, l'eau est coulée sous les ponts depuis. Mais qu'est-ce qui reste du Hezbollah ? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui ? Alors, on ne sait pas grand-chose, mais on peut constater beaucoup de choses. On ne sait pas grand-chose parce qu'effectivement, la dimension militaire, ce qui reste de l'arsenal, on ne peut pas le compter. Les miliciens, entre 2000,
3 000, 6 000 qui sont présents. M. Netanyahou a avancé hier le chiffre de 3 000 miliciens du Hezbollah éliminés. On ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est pour ça que le constat est plus important que les hypothèses. C'est que les missiles sont toujours là, que les munitions, notamment les missiles à portée de main, si j'ose dire, ceux qui sont portés sur les épaules et qui peuvent frapper un char Merkava, sont toujours là. Des attaques incessantes. Les Israéliens ont occupé le château de Beaufort, qui est en plein centre du sud libanais et qui permet véritablement de contrôler l'ensemble du sud libanais, ce qu'ils avaient fait d'ailleurs. Ça, c'était l'avancée du week-end qui vient de se passer. Absolument, mais c'était le cas en juin 82 aussi. Et donc, ils ont une domination territoriale et une vision sur toute la perspective du champ de bataille, si j'ose dire, qui est absolument énorme. Et en même temps, avec toute cette puissance déployée, ils ne sont pas à l'abri des coups portés depuis la reprise des hostilités. Donc on est à une trentaine de morts Rapport de soldats force israéliens. Déséquilibré, on le comprend bien, même si la milice chiite, le Hezbollah libanais, continue à infliger des coups sévères et des pertes aussi au sein de l'armée israélienne. Serge, si vous êtes toujours avec nous, j'aimerais vous entendre sur le climat qui règne aujourd'hui au Liban. Vous nous exprimiez hier la peur des Libanais, alors qu'on attendait une série de frappes massives sur le sud de la capitale, et vous nous parliez même de votre peur à vous. Qu'en est-il aujourd'hui? Il y a eu un petit répit, très fragile, visiblement. Effectivement, et vous savez, aujourd'hui, ce qui domine surtout, c'est cette fatigue chez beaucoup de Libanais, car vous savez, depuis des jours ici, on vit au rythme des alertes, au rythme des ordres d'évacuation, des frappes, des rumeurs d'escalade. L'annulation, d'ailleurs, des frappes annoncées hier contre la banlieue sud de Beyrouth a provoqué un certain soulagement, mais vous savez, ce soulagement reste très relatif parce que, dans le même temps, les bombardements continuent dans le sud du pays. Et personne ne sait réellement combien de temps cette accalmie autour de Beyrouth peut durer. Beaucoup ici ont le sentiment de vivre dans l'incertitude permanente. Un jour, une menace de frappe massive sur la capitale. Le lendemain, une annonce de cessez-le-feu. Puis quelques heures plus tard, de nouveaux bombardements dans le sud. Et au fil des mois, vous savez, cette succession de crises nourrit aussi une forme de lassitude. Ici, beaucoup de Libanais ont le sentiment que les annonces diplomatiques ne se traduisent pas forcément sur le terrain. Alors, ils suivent les développements avec attention, mais aussi avec beaucoup de prudence. Et au fond, pour de nombreux Libanais, on attend donc des actes plus que des annonces, parce qu'ici, le cessez-le-feu, les médiations, les déclarations de victoire se succèdent depuis des mois, mais pour beaucoup, le véritable indicateur, c'est le terrain. Merci beaucoup Serge en direct de Beyrouth. Et oui, ce qui se passe sur le terrain, et à vrai dire, les armes ne se sont tues à aucun moment depuis le début de cette crise. Rien ne peut justifier la poursuite des opérations militaires et une occupation prolongée d'Israël au Liban. C'est ce qu'a estimé le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui dit: il est hors de question que le Liban soit en quelque sorte une victime expiatoire d'un accord qui peine à se conclure entre l'Iran et Washington, parce que c'est ça aussi qui se joue. Tout est imbriqué, on le rappelle depuis plusieurs jours sur cette antenne. L'Iran s'accroche à la situation au Liban et dit: je ne lâcherai pas mon proxy libanais, je ne conclurai aucun accord avec les Américains tant que le cessez-le-feu ne sera pas respecté là-bas. Et on voit bien aussi qu'entre Trump et Netanyahou, c'est pas si simple en ce moment. Oui. Effectivement, il y a beaucoup de complexité dans ce dossier. Qu'est-ce qui se joue au plan diplomatique? Il se joue qu'aujourd'hui, on a deux stratégies qui sont en train de se tourner le dos, deux stratégies de deux alliés, à savoir les Israéliens et les Américains. Effectivement, vous faites référence à cet échange un peu vif, pour ne pas dire autre chose, entre M. Netanyahou et M. Trump. Sachant qu'on n'a que la version officielle en général, on ne sait pas ce qu'ils se disent en coulisses. Oui, mais enfin bon, ça s'est dit un peu de manière brutale. Mais qu'est-ce qui se joue diplomatiquement? Il se joue une grande partie. C'est-à-dire que les Américains, ou les États-Unis plutôt, sont aujourd'hui très pressés d'en finir de se retirer du Golfe. Et donc, ils sont, avec les Israéliens, dans un accord de cessez-le-feu.
Les Israéliens disent, mais très bien, on tient à ce cessez-le-feu à Hormuz. Mais nous sommes sur une autre piste, nous sommes sur une autre trajectoire, nous sommes sur un autre théâtre d'opération. La médiation pakistanaise, c'est pour le Golfe. Mais nous sommes sur la résolution 1701. Nous sommes en train de négocier avec vous, Américains, ou avec votre médiation, avec votre parrainage, sur un tout autre dossier. Pourquoi voulez-vous associer ces dossiers alors qu'ils sont dissociés? Vous voulez coupler ce qui est en réalité découplable. Hein? Et là, effectivement, M. Trump est très pressé. Il veut s'en sortir et il ne peut pas accepter, d'où la réaction très violente hier, ne serait-ce que verbalement, en disant « Attention au Premier ministre, vous êtes en train de mettre en danger mes négociations, mon cessez-le-feu avec les Iraniens et je ne vous permettrai pas de le faire. » Quand Netanyahou dit Israël a obtenu l'aval des États-Unis pour frapper la banlieue sud de Beyrouth, elle ne le disait pas hier. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux dans ce contexte de négociation là, qui commence aujourd'hui? Alors, il l'a dit effectivement pour aussi un peu équilibrer la balance vers Netanyahou, vers Israël. Et il fait, si vous voulez, il essaye d'établir un équilibre que M. Netanyahou cherchait à asseoir, à savoir, pour chaque ville israélienne, ou pour toute ville israélienne, que ce soit Haïfa, que ce soit Nahariya, que ce soit Safad, qui est atteinte, ce sera Beyrouth. Hein? Donc, les Israéliens essayent, dans leur menée aujourd'hui, dans leurs activités militaires, de limiter le champ de bataille. Alors que les Israéliens, le Hezbollah est en train de bombarder les villes de la Galilée, les villes côtières et les villages de la Haute-Galilée israélienne. Voilà, donc on en est là, c'est coup pour coup. Hein. Avec un rapport de force disproportionné, moi j'ai en mémoire quand même les propos d'un ministre israélien d'extrême droite, dire pour chaque ville israélienne dotée, ce sera 100 bâtiments libanais qui seront rasés. C'est quand même pas le même rapport de force. Et d'ailleurs, on compare des villes à des bâtiments. La vie d'un Israélien n'est pas la même que la vie d'un Libanais, à entendre certains ministres. C'est effectivement le ministre Smotrich qui l'avait dit. Pour chaque ville bombardée, il y aura une dizaine ou une centaine, j'ai oublié, de bâtiments, d'immeubles qui seront détruits dans la banlieue sud, c'est-à-dire dans le fief du Hezbollah, dans la banlieue sud de Beyrouth. Oui, on est en train de rétablir des équilibres, mais en réalité, on est en train de monter. C'est une escalade. Ce n'est pas un équilibre statique. Et donc, on est dans ce qu'on peut appeler une espèce de cercle vicieux de la violence. Un mot de cette réunion en urgence qui était convoquée hier au Conseil de sécurité à la demande de la France. On s'est réunis, l'issue, c'est celle-ci, ce sont des recommandations. Le patron de l'ONU qui dit, après le départ de la FINUL, la force de maintien de la paix, donc au Liban, qui est censée partir fin 2026, donc c'est demain, il faudra maintenir la présence de troupes onusiennes là-bas. Ça va être un sujet très vite, ça? Ça va être un sujet qui va s'imposer très rapidement. Il n'y aura plus de forces neutres sur la frontière libano-israélienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de deux choses l'une. Où les combats s'intensifient et que le Hezbollah essaye de généraliser par des espèces de coups de force vers le sud libanais d'attaquer les troupes israéliennes. Ou alors ça veut dire une occupation durable et Israël fera la police sur la frontière. Donc aujourd'hui, les chancelleries s'activent effectivement pour trouver un substitut, un gardien de la paix, on va dire, sur la frontière sud-libanaise. Et c'est 7600 hommes quand même qui sont déployés aujourd'hui. Depuis 1978, ça fait quand même beaucoup de temps. Alors, la FINUL est envisagée de manière tout à fait différente. Pour Israël, c'est une perte de temps, c'est un échec, c'est une troupe onusienne qui n'a pas été capable de garder la paix, qui n'a pas pu empêcher le Hezbollah de s'implanter dans le sud Liban. Et pour le Liban, c'était la garantie, au fond, que quelqu'un dise, écoutez, il y a une frontière, il y a un droit international, et il y a un pays qui ne cherche qu'à recouvrer sa souveraineté. Joseph Maïla, parce que c'est la fin, un mot pour conclure tout ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux uns et aux autres, et notamment aux Libanais
Libanais? Alors, on peut souhaiter aux Libanais qu'ils sortent vite de ce dilemme dans lequel ils sont pris, de cette espèce, puisque le Liban est un État tampon aujourd'hui. Il est utilisé par deux forces qui s'affrontent sur son territoire. Donc, vraiment sortir de cela. Et sortir de cela, c'est travailler pour que l'armée libanaise se renforce, pour que le Sud revienne, pour le retrait des Israéliens et pour le désarmement du Hezbollah. Vous allez me dire, vaste programme, effectivement, mais on peut le commencer. Il faut fixer les ambitions pour qu'on y parvienne. On peut, si chacun faisait sa part du travail, mais encore faut-il qu'au sommet, cette guerre du Golfe s'arrête. Voilà, il faut que ça suive derrière. Merci beaucoup, Joseph Maïla, d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Restez évidemment avec nous. Paris Direct se poursuit. On se retrouve dans quelques instants pour le journal. À tout de suite.